Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'armée en islam au Moyen-Âge. Et avant de vous parler de l'armée, de son rôle, de la vision qu'en avaient les musulmans ou même de sa composition, je voudrais rappeler que la guerre en islam est toujours vue comme quelque chose de négatif. Même le djihad, qui est pourtant la seule forme de guerre légitime, la seule forme de guerre légale, en réalité est vu comme quelque chose dont il faudrait pouvoir se passer. Le djihad a pour objectif de mettre toute la population mondiale sous la domination de souverains musulmans. Dans l'idéal, il faudrait que ce soit le cas et qu'il n'y ait plus besoin de faire la guerre. Concernant le djihad, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur les formes de guerre dans l'islam. Alors, pour parler de l'armée, on retrouve cette connotation négative à travers les termes qui vont définir, qui vont nommer l'armée. On a trois termes principaux qui sont utilisés au Moyen-Âge dans les armées médiévales, les termes de Yund, de Yaïch et de Askar. Le terme de Yund renvoie à une idée de dureté, de sécheresse, tandis que le terme de Yaïch renvoie à une idée d'agitation, de tourbillon, de quelque chose qui est incontrôlé et qui est incontrôlable, c'est-à-dire l'opposé de l'ordre voulu par Dieu. Le dernier terme, Askar, renvoie à une idée de violence, une idée de brutalité, peut-être même une idée de bestialité, d'un côté animal, donc absolument pas quelque chose qui relève de l'idéologie de l'islam. Pourtant, si l'armée est considérée comme quelque chose de négatif, c'est quelque chose d'indispensable. D'indispensable parce que ça permet d'assurer le Dar al-Islam, de protéger les frontières contre les agressions extérieures, ça permet d'étendre son territoire, que ce soit le Dar al-Islam dans son ensemble ou en tout cas le territoire du souverain, donc de conquérir de nouveaux territoires, et ça permet donc de protéger la population contre les agressions extérieures, d'étendre sa population, mais ça permet aussi au souverain de se protéger de sa population, de maintenir l'ordre. Alors évidemment c'est un outil très important entre les mains, notamment des souverains, pas seulement pour le peuple, mais surtout pour les dirigeants. Dès le Moyen-Âge, les penseurs musulmans se sont posé la question de la place de l'armée dans la société, du rôle de l'armée, de cette société militarisée, puisqu'on est dans des époques où la guerre fait partie du quotidien. On peut en citer quelques-uns d'auteurs, par exemple Al-Ghazali, un auteur important du XIIe siècle, qui va voir l'armée comme un outil très efficace, une très forte et très obéissante armée, entre les mains d'un roi dominateur qui doit contrôler une population de sujets faibles et dociles. On a un autre penseur, Al-Harawi, qui lui a vécu à l'époque de Saladin, qui a une vision paternaliste de la société et donc de l'armée, puisque l'armée est au service d'un souverain qui serait un berger, qui doit protéger son troupeau. Donc on a à la fois le côté moral, puisqu'il ne faut pas oublier que dans l'islam il n'y a pas de pouvoir qui ne vienne pas de Dieu, donc on a obtenu le pouvoir et on a la responsabilité de s'occuper, de protéger son peuple, à la fois d'un point de vue matériel mais aussi d'un point de vue spirituel. On doit faire en sorte que les musulmans puissent vivre leur islam. Et on a aussi, à côté de ça, l'aspect matériel du paternalisme, c'est-à-dire que le troupeau, pour le berger, c'est sa source de revenus, donc la population, pour le souverain, c'est sa source de revenus. Il doit produire des richesses par son activité économique et en payant des impôts. Le troisième penseur que je vais vous citer dans cette vision de l'armée, c'est Ibn Khaldoun, un auteur de la fin du XIVe siècle, qui lui va évidemment soutenir cette vision d'un peuple désarmé, docile, qui est protégé, qui est maintenu par une armée puissante, mais il va aller encore plus loin puisqu'il va en fait théoriser l'opposition entre les sédentaires et les nomades, c'est-à-dire que les sédentaires ce sont les musulmans qui doivent vivre de manière sédentaire, mais au-delà, dans sa bouche, sédentaire, ça veut surtout dire civilisé, ça veut dire pacifié, ça veut dire qu'il vit une vie économique paisible, qui va fonctionner en ville, etc. Par rapport aux nomades, qui sont non seulement donc nomades, mais surtout qui vont être des peuples belliqueux, militaires, et donc pour Ibn Khaldoun, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ces sédentaires, ces musulmans, ces peuples civilisés, soient désarmés, et pour les protéger, il faut faire entrer dans le territoire, dans l'empire, dans l'État, quel qu'il soit, le sultanat, le califat,
des populations extérieures à qui on va donner la responsabilité de se battre. On va aller chercher des populations à l'extérieur de l'islam, qu'on va souvent islamiser en les faisant entrer, mais en quelque sorte ils payent leur islamisation, hein, le fait qu'ils vont entrer dans la communauté des croyants, par le fait qu'une première et une deuxième génération vont se mettre au service militairement des musulmans. Et donc on va aller chercher des peuples, non seulement à l'extérieur, mais en plus qu'on va juger ayant des qualifications martiales, hein, des gens qui sont censés être, des peuples qui sont censés être des bons guerriers. Donc cette armée, on le voit, elle est conçue comme étant efficace par rapport à une population désarmée qu'elle doit à la fois protéger et aussi contrôler. Et du coup, il faut que cette armée qui est efficace soit obéissante. On a aussi des auteurs à l'époque médiévale qui réfléchissent à comment faire pour s'attacher la fidélité d'une armée. Par exemple, Nizam al-Mulk qui va réfléchir à cette thématique-là. Qu'est-ce que peut faire le souverain pour s'attacher à une armée? Déjà, c'est se mettre parmi elle, c'est-à-dire que participer aux entraînements, participer à la bataille auprès des soldats, c'est s'attacher leur fidélité, voire leur admiration, donc ça c'est déjà un premier point essentiel. Ensuite, il y a aussi les punitions, les châtiments qui doivent être disséminés si nécessaire auprès des soldats pour la maintenir efficace militairement. Il y a aussi tout ce qui va tourner autour de la solde. La solde qui doit être payée régulièrement, qui doit parfois être donnée de manière ponctuelle pour récompenser un fait d'armes, que ce soit pour un individu ou pour un groupe ou pour une armée, ou avant une bataille pour encourager les soldats. Et on arrive à une autre thématique, c'est que l'armée doit non seulement être contrôlée pour pouvoir être efficace entre les mains du souverain, mais elle doit aussi éviter de se rebeller. Et donc il faut s'attacher à l'armée non seulement pour qu'elle obéisse, et qu'elle fasse bien son travail de protection, mais aussi pour éviter qu'elle destitue le souverain, et on connaît des dynasties qui ont été renversées par l'armée, par exemple l'installation du sultanat mamelouk, c'est l'armée qui a décidé finalement de prendre le pouvoir directement, puisqu'ils considéraient que les derniers ayyoubides ne faisaient pas ce qu'il fallait, et donc pour en revenir à la solde, il faut évidemment ne pas oublier de la payer, parce que c'est clairement un des moments qui peut entraîner de la sédition. Un dernier point sur l'organisation, disons, administrative de l'armée. L'islam est une civilisation au Moyen-Âge qui est très administrative déjà, qui est assez bien structurée, et on a le système du diwan, l'équivalent plus ou moins d'un ministère aujourd'hui, et on en a deux qui s'intéressent au fonctionnement de l'armée. Il y a le diwan de l'armée lui-même, et le diwan financier. Il y a principalement deux méthode pour payer les soldats. La première c'est la solde, c'est-à-dire le paiement, le versement d'une richesse, parce que ça peut être en numéraire ou en nature, qui va venir de l'État, qui peut venir directement du souverain s'il veut s'attacher à un corps d'armée, qui peut être fait de manière régulière, mais qui peut aussi se faire, ce que je disais tout à l'heure, de manière ponctuelle, pour racheter une armée qui flancherait un peu, pour encourager une troupe avant une campagne, etc. etc. Évidemment, on paye plus les troupes qui sont les plus prestigieuses et qui coûtent le plus cher à entretenir. Un cavalier, évidemment, il faut qu'il s'occupe de son cheval, de son équipement, ça coûte plus cher, donc ils sont payés plus que les autres. Et encore une fois, la solde, c'est un point d'achoppement avec les armées, il faut faire attention à la payer régulièrement, il faut en donner pour faire plaisir, mais surtout il ne faut pas oublier de payer parce que ça peut provoquer des mutineries, des révoltes assez catastrophiques. Le deuxième système, c'est celui de la concession fiscale, qui permet de rétribuer une armée de manière permanente, un principe d'attribution du prélèvement des impôts sur un territoire en échange d'un service armé. Ça ressemble un petit peu à des choses qu'on connaît en Occident. Il y a deux systèmes différents, celui de l'Iqta en Orient, qui est une concession à des individus, donc là ça ressemble assez fortement à la féodalité, on va donner un territoire à un seigneur qui, en échange de ce territoire et des revenus qu'il produit, va devoir mobiliser des troupes en cas de nécessité. Et on a le système du Siam en Occident, qui lui ressemble peut-être plus au système des États fédérés dans l'Empire romain, puisqu'on va concéder un territoire, non pas à un individu, mais à un groupe tribal, à qui on va donner le territoire, une population qu'on va installer. Notamment je parlais de la conquête almohade par exemple tout à l'heure. Ils vont s'installer quelque part, en échange ils s'engagent à participer à la défense de l'État.
On a un dernier point qui vise à structurer, à maintenir la cohésion de l'armée, j'en ai déjà un peu parlé, ce sont les défilés, les entraînements militaires, qui permettent de maintenir l'armée sur le pied de guerre, hein, qui permet au souverain de contrôler l'état de son armée, hein, de voir l'équipement, le niveau d'entraînement, qui permet aussi de servir de propagande, hein, à la fois à la population, puisqu'ils ont le droit d'y assister, donc ça fait du spectacle tout simplement, hein, du pain et des jeux. Mais en même temps ça va glorifier les soldats, donc ils sont contents qu'on les mette en valeur, etc., etc. Mais ça va aussi envoyer un message diplomatique aux autres États, aux autres intervenants de l'échiquier politique, puisque que ce soit les alliés, les concurrents, peut-être même des ennemis, en tout cas des ennemis d'hier ou d'aujourd'hui ou de demain, pourront assister à ces défilés de militaires, hein, comme là encore aujourd'hui on fait une démonstration de force. Donc ça a un rôle important de communication et de légitimité du pouvoir, hein. Je suis pas un ennemi à attaquer, je suis un souverain qui s'occupe bien de son peuple, etc., etc. Donc tout ça joue un rôle important. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.